J'étais dans la masculinité tunisienne, dans le sens où t'es pas censé passer par ce genre de truc. Alors, tu racontes ça à quelqu'un, tu dis lève-toi, t'es un homme, quoi, ça va passer. C'est quoi la dépression? C'est un homme ne déprime pas, ce genre de truc, tu vois. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Salim alors. Yes, Selim Smiley. Selim. Selim Selim. Smiley. Ouais, c'est Selim, ouais. Smiley. Smiley, ouais. La prononciation française, c'est Smiley. Ah ouais? Ouais. Les Français disent que je m'appelle Smiley. Son nom de famille, c'est Smiley. Mais en Wow. Tunisie, je suis Samali avec le A. Tu vois. Je me parle pas si. Que les Français n'arrivent pas à prononcer, Ouais. bien sûr. Avec le Kha. Tu vois. Ok. Donc voilà, Selim Smiley. Donc t'es tunisien, tu viens de le dire. Je suis tunisien. Tu vis en France depuis 10 ans. Non. Ça fait 5 ans que je suis en France. J'ai menti d'entrée. Non, c'est juste que je sais pas. Ouais, ça fait 5 ans que je suis en France. Tu vivais où avant? J'étais en Angleterre. J'étais à Ok. Londres. J'ai passé 4 ans à Londres, 1 année à Nice, et là j'entame ma 4e année à Paris. Ok. On s'est rencontrés dans un stage, Dans un cadre magnifique, ouais. dans un cadre idyllique, dans un stage sur l'amour. Le grand amour, ouais. Plus Et précisément. on était 3 mecs sur 12, 13, je sais plus. Ouais. Et on a tissé des liens. Et je sais pas, moi tout de suite je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir Selim dans mon Dans ma vie. podcast, Ah, ok. dans mon podcast. aussi, mais Ah ouais. dans mon podcast sur la masculinité, Mhm. parce qu'il y a plein de choses qui se jouent chez toi, j'ai l'impression. Entre tes origines tunisiennes, ta famille, le fait que tu t'aies quitté ton pays, que tu vis depuis 5 ans dans la culture française. Ouais. J'imagine à quel point ça doit être tu dois être un peu tiraillé, quoi, tu vois. Non. Ok. Bon, bref, je voulais parler de tout ça avec toi, voir un petit peu comment tu te projetais toi en tant qu'homme, t'as 29 ans, Mhm. et discuter de tout ça avec toi. Mais avant, j'aimerais bien te poser une question que je pose à tous mes invités. Mhm. C'est quoi pour toi être un homme? Alors, être un homme, c'est... Putain, c'est large. La première question, on va passer des heures à en parler. Bah, on peut. Bon, être un homme, c'est premièrement avoir des principes et des valeurs. Ok. Être un homme, c'est accepter son côté féminin et son côté masculin. Être un homme, c'est être vrai à soi-même. Ok. Être un homme, c'est respecter les femmes et les hommes. Respecter soi. C'est beaucoup de choses, en fait. Ok. Et tout dépend de la culture, tout dépend du pays, comment les gens, en fait, ils voient les hommes. Mais c'est comme ça que je vois les hommes. Ok. T'as dit pour toi, être un homme, c'est avoir des principes et des valeurs. Oui. Alors, ça veut un peu tout et rien dire. Ça veut dire quoi C'est pour les toi? Principes et des valeurs, C'est quel principe, quelle valeur pour toi? par exemple, pour moi, je suis quelqu'un de très famille. Family forever, tu te rappelles du Ouais. t-shirt, ouais. T'as un t-shirt comme ça. Je viens d'une culture, en fait, famille, on est très proches. Je suis très proche de ma mère, elle m'adore, limite, c'est même trop, je pense. Mon père aussi, il m'aime, mais c'est quelqu'un qui cache beaucoup ses émotions, qui n'a jamais dit que je t'aime, ou bravo, ou voilà, je te récompense par rapport à ça. Mais qui montre son amour différemment. Ok. C'est quelqu'un de, émotionnellement très bloqué. Mais moi, je taquine par rapport à ça. Donc, quand je rentre en Tunisie, je le regarde, je lui dis je t'aime. Lui, genre, je me regarde, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Je voudrais Merci, me papa. casser de cette pièce. Voilà, exactement.
Et ça est arrivé des fois, genre, elle était présente avec moi et ma sœur ici à Paris. Et genre, on mangeait, on parlait de la distance, le fait qu'on habite pas en Tunisie, pas ensemble. Elle a commencé à pleurer. Il a pleuré? Ouais, il a pleuré. Okay. Ouais. Il a pleuré à plusieurs reprises, moi, je me rappelle. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui vient d'un environnement très très compliqué en Tunisie, de la campagne, des parents qui sont pas éduqués, 10 enfants. Son père était violent avec lui physiquement, moralement. C'est la seule personne qui est partie en fait de la campagne pour faire ses études ailleurs, etc. Il est revenu là, parce que si j'ai bien compris, il est agriculteur aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Okay. Mais ses parents ils sont décédés. Il a récupéré les terres de ses. Non, il a acheté en fait. Okay. Il a acheté dans sa ville natale. Il a acheté de la terre. Il a réussi en fait à faire le rêve de son père, de construire en fait des frigos pour les fruits, les légumes. Et c'est ce qu'il adore en fait, c'est faire du business, vendre, acheter. C'est son délire, quoi. Ok. Il prend beaucoup de plaisir à faire ça. Ok. C'est un, comment dire, workaholic, c'est un travailloman. Voilà, c'est un travailloman qui prend du plaisir avec le travail. Qu'il n'est pas toujours présent émotionnellement pour sa famille, mais il est présent physiquement, financièrement. C'est pas le genre de personne qui sort pour boire avec ses amis. C'est le travail, il rentre, elle est là, quoi, tu vois. C'est ce que j'apprécie chez lui. Ok. Et les personnes changent. Elle s'appelle Manji, en fait. Manji, c'est pas la même personne qu'il était à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Elle a beaucoup changé, quoi. Grâce au voyage, grâce à ses enfants, grâce à moi aussi. Qu'est-ce que t'as fait pour que ton père change, t'as l'impression? J'étais le fils un peu révolte. Je sortais, je buvais, je vomissais quand je rentrais, je dormais, parfois je dormais dans la rue parce qu'il ferme la porte, je faisais des conneries, quoi. Tes parents, ils sont musulmans pratiquants? Non. Non, je bois de l'alcool avec mon père, je bois de l'alcool avec ma mère, on fume ensemble. Oui, je croyais qu'il y avait un truc encore plus révoltant, si tu veux, pour toi, de te dire, ok, Ouais, révoltant dans le sens où j'ai passé trois nuitées dans, comment dire en français, en garde à vue. Ouais. J'ai fait des conneries. Ouais, chez les flics en Tunisie, ouais. Bon, j'ai rien fait, quoi. Bon, je peux te raconter l'histoire si tu veux. Si tu veux. En fait, j'ai rien fait. Ouais. C'est ce que tous les mecs en prison disent. Je suis innocent. Je suis innocent, ouais. Je te raconte l'histoire, ma version, bien sûr. Ouais. En fait, j'étais dans un festival en Tunisie. Le jour d'après, je suis parti dans un bar pour boire des coups. Ensuite, il y a la mère de mon ex qui nous a appelés. Elle nous disait, allez, venez prendre quelques bières avec moi à l'hôtel. On est parti pour la voir. La mère de mon ex, elle était alcoolique. Elle a eu des accidents en voiture. Elle était un peu spéciale. Il était bourré. Je me rappelle, genre, on leur a emmené une facture de 2000 dinars, alors qu'elle a consommé 200 dinars. Bref. Du coup, j'ai proposé que je conduise sa voiture. J'ai pris ma copine, j'ai donné mes clés de voiture à ma pote. Et j'allais rentrer avec elle chez moi pour qu'elle dorme et qu'elle se réveille le matin, rentre, quoi. En rentrant, j'ai mis la ceinture, tranquille. Il y avait un barrage de police, m'ont arrêté, permis de conduire, etc. Et il y avait ma copine, mon ex à côté de moi à droite, qui avait les jambes sur le tableau de bord. Il dormait, en fait. Ouais. Et le policier l'a dit, en fait, par respect, il faut descendre les jambes, tu vois. Voilà. Et elle s'est réveillée. C'est une meuf qui se tait pas, quoi. Si quelqu'un lui dit quelque chose, elle va réveiller le monstre, tu vois. On s'est réveillé, elle a dit, non, mais je fais ce que je veux, je suis avec mon fiancé. On n'est pas fiancé. Dans la voiture de mon père avec ma mère. Et là, sa mère qui s'est réveillée derrière, elle a descendu de la voiture, c'est une femme de droit et tout ça. Non, on est des femmes libres, on boit, on fait tout. Et moi, j'étais genre, s'il vous plaît, on est en Tunisie, on n'est pas en France, en Angleterre. Faut savoir ce que tu dis aux policiers, sinon voilà. Donc j'étais entre les deux, genre. C'était pas tunisienne, les deux? Si, elle était tunisienne, okay, ouais. D'accord. Ouais. Bon, bref, j'ai dit aux policiers, oubliez l'histoire, c'est juste deux femmes, j'essaie de rentrer avec eux, voilà, qu'elles se reposent, sont bourrées, etc. Elle m'a dit non. Tu conduis, tu ne suis pas la voiture, on va s'arrêter à la poste de police. Ensuite, il y avait tous mes potes qui sont venus. J'avais une pote anglaise, elle a commencé à parler anglais. Je vais appeler le télé anglaise, on va faire, ou qu'est-ce qui se passe ici, c'est un pied de merde, papa. Ils nous ont fait rentrer dans la station de police. Et mon ex, en fait, il avait son téléphone qui a sonné. Le chef de police, il a pris le téléphone, elle s'est jetée sur lui, il a arraché la chemise et il a griffé, tu vois. Au bout de 5 minutes, pas 5 minutes, 30 secondes, moi, ils m'ont pris, deux policiers m'ont frappé. Genre, dans une chambre, je ne m'arrêtais pas de m'a frappé. Et sa mère, elle a frappé aussi, il a cassé le bras. Waouh.
Et ensuite, ils ont rédigé le rapport en fait de police. Ils ont dit que voilà, sa mère elle travaillait comme patronne de prostituée et sa fille était prostituée. Ils ont tout dit quoi, c'était n'importe quoi, tu vois. Ah ouais. Voilà, on a passé 3 nuits chez les policiers, un petit week-end rapidos quoi. Rapidos. 3 nuitées. Et heureusement, mon père en fait, il travaille, c'est un expert comptable, du coup, il travaille auprès des prud'hommes. Et quand je suis arrivé devant le juge, il avait en fait le calendrier de mon père. Genre, chaque année, mon père distribue des calendriers aux juges, etc. Oui. Et j'ai vu en fait son nom. Je connais la personne. Je suis parti à son mariage et mon père l'a acheté genre des gâteaux, etc. pour son mariage. Je regardais, j'étais content, tu vois. Donc c'est lui qui nous a libérés en fait. Sinon, je passerais 6 mois en prison, tu vois. Ah ouais. Ouais, ça c'était dur à mes parents, très dur. Ouais. Donc quand je dis voilà des conneries, c'est ce genre d'histoire. Bon, en même temps, c'est même pas toi qui fais des conneries, c'est juste que tu côtoyais des gens. Ouais, bon. Comme tu dis, t'as rien fait ou? Ouais, j'ai rien fait, ouais. Ouais. Peut-être que j'ai commencé à crier, genre, faites pas ça, vous êtes ça se fait pas, tu vois, mais j'ai attaqué personne, ni physiquement, ni moralement, tu vois. C'était juste, un grand malentendu, tu vois. Mais ça arrive en Tunisie, il faut toujours avoir la tête en bas et ne pas chercher des problèmes, quoi, en Tunisie. Sinon, voilà, tu vas avoir des problèmes. Peut-être vous entendez pas, mais Selim, depuis tout à l'heure, il tape sur le coussin à côté de moi. Peut-être que vous entendez. Ouais, je suis tunisien, donc je parle avec mes mains. Je bouge les mains, je tape. Je crois que ça va s'entendre. C'est pour ça que je me permets de le dire. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il tape là, comme ça? Je suis pas en train de taper des fesses, c'est juste le coussin, quoi. Allez, attendez, on va pas... Tu veux qu'on parle on va parler de cul après, si tu veux. Tu veux censurer ça, mon gars? Non. Ok. C'est toi qui dis? Bah non, aucun souci. Moi, c'est ton épisode. Moi, je parle de tout. Je n'ai pas envie de censurer quoi que ce soit. Je parle de tout. On peut parler de fesses après, y a pas de souci. On parlera de fesses après. Okay. Tu disais aussi tout à l'heure que l'un des trucs qui est important pour toi et être un homme pour toi, c'est être vrai à soi-même. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, tout ce que j'ai dit par rapport à être un homme, c'est des choses que j'ai perdues à un certain moment et j'ai compris, genre, leur importance. Ok. À un certain moment, j'ai perdu mes principes et mes valeurs. J'étais pas vrai à moi-même. C'était quand? Pendant les dernières 5 années, quoi. J'étais pas tout le temps, mais c'était une période où je me recherchais. J'étais pas bien avec moi-même. J'étais pas en concordance avec mes émotions, mon mental, mon physique. J'étais perdu, quoi. Ça veut dire quoi? Il se passait quoi dans ta tête et dans ta vie? C'était le fait de t'être barré de Tunisie comme ça. J'imagine à quel point c'est déstabilisant, non? Non, pas du tout. En fait, je suis parti à l'âge de 18 ans. Je suis parti en Angleterre. J'adore toujours en fait la culture anglaise, la mentalité, la vie à Londres. J'ai passé 10 ans, la meilleure période de ma vie à Londres, quoi. C'était ma jeunesse, 18 ans jusqu'à 25 ans. J'ai vécu des belles choses, quoi. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Ça, je l'ai appris il y a quelques années, c'est-à-dire que j'absorbe l'énergie, je m'investis, je réfléchis en arborescence et ça arrive que ça me fatigue. Et je prenais beaucoup de drogue quand j'étais jeune, entre 18 et 22, 23. Des soirées, de l'exta, de l'MD, de la coke, du crack, de la kétamine. Crack? Ouais, genre un petit caillou de coke, tu le fumes. Moi, je l'ai fait quelques fois, quoi. Ok. Mais j'étais pas addict, en fait. Tous les addicts disent qu'on ne soit pas addict, mais... Non, mais c'était pas addict, c'était une période de 2 ans, 3 ans de ma vie où je faisais ça une fois par 2 mois, 3 mois. Bon, il y avait des périodes où je faisais ça chaque jour, surtout la beuh. Je fumais beaucoup de beuh quand j'étais plus jeune, genre 4-6 mois, je fumais beaucoup de beuh. Et ça m'a déstabilisé mentalement. Parce que je fumais, en fait, du synthétique, et c'est synthétique, ça te rend fou. D'ailleurs, tout le groupe avec lequel je fumais, ils sont rentrés dans des psychoses. Donc moi, en fait, j'étais pas stable dans ce moment. J'étais avec une ex, en fait, qui était c'est la même ex, qui passait par une période très très difficile. Et il a dû rentrer, en fait, on était ensemble à Londres. Ils ont arrêté son visa parce que l'école a fermé, il avait des soucis avec le gouvernement, etc. Il a dû rentrer. Donc il est passé par un moment très difficile, il était dépressif, limite il était suicidaire. Et il a tenté, en fait, de suicider à plusieurs reprises. Genre, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je vais faire ça, ça et ça, je vais me tuer. Elle fait son téléphone, tu vois, et moi, je tremblais, je ressentais la froideur, la chaleur, j'étais vraiment... Mais elle était où, elle? Elle était en Tunisie. Moi, j'étais à Londres. Super. Ouais, du coup, moi, j'appelais ses potes, je dis, ouais, allez-y, checker sur elle, mais...
voilà quoi, j'ai passé 2-3 mois de stress énorme. Même j'étais en Tunisie, il m'a dit voilà que je vais couper les veines et je suis parti en voiture et il pleuvait, j'ai fait un accident, genre la voiture est tournée 3-4 fois dans comme périph' en Tunisie. Mais what? Ouais. Ok, tu racontes ça comme si... Ouais, ça fait longtemps quoi, bref quoi, c'est arrivé, tu vois. Ouais. Je vais pas. Après tout, c'est un truc normal, tu vois, pour les non, bonhommes. c'est quoi. pas normal, mais ça fait putain, on parle de 7 ans, il y a 7 ans quoi. Ok. J'ai oublié le truc. Man. Ah donc 3-4 mois, j'étais vraiment mal, hyper stressé. Je travaillais, j'étudiais en même temps. Je travaillais genre 3 jours par semaine, j'étudiais 3 jours par semaine, j'avais que dimanche pour se reposer. Il y avait pas quelqu'un avec moi qui m'apaisait ou qui cherchait à me faire plaisir. C'était le genre de meuf qui était hyper jalouse. Tu fais quoi? T'es avec qui? Papa. Toujours, elle boude. Elle était pas bien, je comprends, mais tu veux. Mais bon, bref. Mais en même temps, c'est toi qui l'a cherché. Enfin, vous vous êtes rencontrés, quoi, tu vois. Comment on s'est rencontrés? On se connaît, mais on était potes à la base. Ouais. C'était comme un bro pour moi. Ensuite, on est parti en boîte, on a pris de l'MD, on est tombé amoureux. C'est avec la drogue, quoi, tu vois. Mais franchement, c'était la jeunesse. Ouais. C'est arrivé, je regrette pas, tu vois. Bon. Tomber amoureux. Exactement. T'es tombé. Ouais, exactement. Ouais. On s'aimait pas. Bon, peut-être qu'on a appris à s'aimer après, mais c'était plus l'amour de jeunesse, genre intense. Je te déchire, tu me déchires. Voilà, des histoires. Et toi, t'aimais bien évoluer là-dedans? C'était un truc qui te plaisait, en fait, d'évoluer là-dedans, dans ce drama-là? Non, je suis quelqu'un qui s'attache. Parce qu'à un certain moment, je veux les rompre avec elle, mais elle me disait, genre, c'est pas avec moi maintenant, je vais me suicider, j'étais genre forcé. Bon, je me suis forcé à le faire, de rester avec elle pendant 2 ans supplémentaires. Mais donc, tu t'attachais pas vraiment, c'est juste, enfin, elle te faisait du chantage affectif, en fait. Ouais. C'est pas pareil, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, à la fin, c'est moi qui était blessé. Je me suis fait blesser. Parce que j'avais pas assez de courage pour rompre, pour la laisser, tu vois. Voilà, du coup, on avait programmé en fait un voyage à Amsterdam ensemble. Ça fait 6 mois ou 7 mois. On a rompu dans cette période. Je me suis dit, je sais pas, je pars pas. Ensuite, je suis parti. J'étais mal, j'étais pas bien du tout. J'étais genre fatigué toujours, déprimé. Je voulais plus la voir. Mais je sais pas pourquoi je l'embrassais, je l'enlaçais. Peut-être que j'étais attaché au souvenir, tu vois. Parce que quand on vit quelque chose d'intense, prisant, des trucs, des choses illégales qu'on a fait ensemble quand j'étais à Londres, genre on volait des supermarchés, on volait des fringues, j'ai fait des conneries, quoi, tu vois. Bon, ça s'explique pas, mais genre, j'avais pas de l'argent dans le temps, et je prenais du plaisir à faire ça aussi. C'était facile et je le faisais, tu vois. On était genre comme une bande de mafia. Bonnie and Clyde. Moi et elle, j'avais un pote italien et sa meuf belge. On était des mafias, quoi. On entrait dans le supermarché, on prenait tout, de l'alcool. Et l'argent qui nous restait, on jetait des drogues. Voilà, j'ai passé 1 année à faire ça. Ensuite, je reviens sur le voyage à Amsterdam. J'ai pris tout, en fait, là-bas. Genre, de la bœuf, de la coque, de l'exta. Et ensuite, j'ai pris champignon. J'aurais pas dû prendre le champignon. Et faites attention, les gars, les meufs, que vous m'écoutez. Faut pas prendre des drogues comme des LSD, des trucs hallucinogènes quand vous n'allez pas bien. Faut être vraiment très bien avec soi-même pour prendre ce genre de drogue. Et moi, j'étais pas bien, du coup, ça m'a rendu fou, littéralement fou. Je voyais des choses, j'avais des hallucinations, je voyais tout en flou, on dirait que j'étais dans une bulle, j'arrivais pas à dire mon nom, j'arrivais pas à parler, j'étais out, quoi. Et je pensais que c'était momentané, en fait, pendant quelques jours. Je me dis, voilà, je reviens à Londres, à mon travail, à mes études, et ça allait. Ensuite, quand je suis revenu, non. J'étais toujours, j'étais en psychose. J'étais genre, le mec à mettre à l'hôpital, quoi. Je suis resté genre 2 semaines chez moi, je suis pas sorti. Je suis resté sous la table, je tremblais, je voyais des trucs, je mangeais pas, tu vois, j'appelais personne, j'acceptais pas les appels et tout, tu vois. Pourquoi tu sais, l'un des trucs que je remarque le plus dans les comportements masculins, qui sont pas bons pour les mecs, parce qu'en fait, les mecs ont du mal à prendre soin d'eux, on en parlera après. Ne demande pas l'aide. Effectivement, c'est pourquoi à ce moment-là, t'as pas envie d'aller demander de l'aide? J'étais dans la masculinité tunisienne.
dans le sens où t'es pas censé passer par ce genre de truc. Quand tu racontes ça à quelqu'un, tu te dis lève-toi, t'es un homme, quoi, ça va passer. C'est quoi la dépression? C'est un homme ne déprime pas, ce genre de truc, tu vois. Un homme, ça. Un homme, c'est un homme, tu vois. Ouais, c'est un homme, tunisien. Voilà, qui mange le couscous. Mais enfin, tu te rendais pas compte sur le moment où t'étais sous la table de la cuisine qu'en fait t'étais au bout, quoi. Bah, j'étais pas moi-même, j'étais pas dans ce monde. J'étais dans un monde parallèle. J'existais pas en fait. Je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire, ou je savais pas quoi. J'arrive pas à manger. Mais ça a duré plusieurs jours, ce trip. Ça a duré 2 semaines. Ce trip sous Exa, là. Enfin, C'est pas Exa, c'est les champignons. Ouais. Ça a duré 2 semaines. Ensuite, il avait un pote à moi en fait qui est mon meilleur pote actuellement à Paris, qui était à Lens pendant 6 mois. Je l'ai connu là-bas, et c'est un mec qui connaît tout ce genre de trucs, les drogues, les médicaments, les médecins et tout. Il a compris en fait par quoi je passais. Il m'a dit écoute, tu dois rentrer en Tunisie. Bah, j'ai fini en fait 3 semaines. J'avais un examen à passer avec l'école. Je sais pas comment je l'ai passé. J'ai triché pour le passer. Ouais. J'ai eu genre 38% sur 100. J'ai passé miraculeusement. Ensuite, j'ai pris mes bagages, je suis rentré en Tunisie. J'ai regardé mes parents. Voilà votre fils. Mettez-le sur le lit. On verra ce qu'on va faire. J'ai passé peut-être 1 mois au lit, mais genre lit. Hein. Je quitte le lit pour pisser, pour manger juste. Je pesais, je pense, 55-60 kilos dans le temps. J'ai passé 2 mois comme ça, je suis parti voir un psychiatre, j'ai pris des médocs, j'ai commencé à les prendre pendant 2 semaines, ensuite j'ai arrêté. J'étais contre les médicaments. Je me suis dit, je reviens à Londres pour finir ma 3e année de licence. Mes potes m'ont trouvé un appart vite fait, je suis revenu, j'étais bien accompagné, je faisais du sport chaque jour. J'ai fait un six-pack tellement je faisais du sport, je mangeais très bien. Je suis quelqu'un de très résistant et très combatif. Mais chaque jour où j'ouvrais les yeux, je voulais juste mourir. C'est pas moi qui veux mourir, c'est les idées en fait. C'est ça les idées noires. Je sais pas si vous connaissez les idées noires, c'est des trucs qui viennent à la tête. Genre je vois un balcon ouvert, je me dis je me jette. Je vois un train qui passe, je me jette. Mais c'est juste des idées, je veux pas le faire, j'ai jamais fait. J'ai passé des années comme ça, mais j'ai jamais fait. À un certain moment, je l'ai pas fait à cause de ma famille. Vraiment, je cherchais en fait une cause, une raison pour laquelle je dois rester en vie. À cause ou grâce? Plutôt grâce alors. Grâce à ta famille. Pour eux, je voulais rester en vie pour eux, pour ne pas qu'ils soient tristes ou autre. Voilà, c'est une stratégie pour rester en vie. Et t'étais, en fait, à l'époque, parce que tu vas quand même voir un psy et tout. À cette époque, ouais. Non. Ah, mais tu disais tout à l'heure que t'es allé voir un psychiatre. Quand je suis parti en Tunisie, j'ai vu un psychiatre, j'ai pris les médicaments, ensuite j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais mettre ça tout seul. Tu vas gérer ça tout seul? Ouais, exactement. Ça a pas trop marché? Pas du tout. J'ai passé une année physiquement, j'étais Arnold Schwarzenegger, j'étais gros et tout, mais mentalement j'étais toujours instable. Je pouvais pas en fait boire de l'alcool. Ça m'a rendu très fatigué et déprimé. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas étudier, je pouvais pas écrire un mail, je pouvais pas me concentrer pour finir mon projet de l'école, tu vois. Je rentrais aux toilettes, je pleurais parce que je pouvais rien faire. C'est très frustrant. Et tu as la sensation que t'as tout mis dans la muscu, machin, dans ton corps, pour compenser un peu la fragilité de ton esprit à l'époque? Ouais, je me suis dit, c'est pas une fragilité en fait, c'est un déséquilibre chimique. Et comme mon psychiatre actuel en fait qu'il m'a expliqué, c'est comme en fait c'est comme une porte et qui en fait génère en fait les hormones en général, la sérotonine, la dopamine, etc. Je peux dire des mauvais mots oui. Ouais. J'ai niqué en fait cette porte. Ouais. J'ai mis tout et n'importe quoi. Ça déséquilibre le truc. Du coup, je passais par 3-4 jours où j'étais en manie. C'est la drogue qui. C'est la drogue, ouais, c'est les champignons. Je suis pas le seul cas. Il y a beaucoup de monde qui sont passés par ça. Hein. J'ai lu en ligne et j'ai connu des gens. C'est des histoires très très tristes. Hein. Il y a des gens qui finissent à l'hôpital, quoi, qui finissent sur médoc ou paralysés. Ou c'est pas un truc simple parce que ça se voit pas. Les personnes peuvent pas comprendre. C'est dans la tête. Tu vois. Ouais, je menais une vie de l'extérieur très très bonne. J'étais à Londres, j'étudiais et tout ça. Mais au fond de moi, je suis. C'est pénible. Hein. La souffrance, en fait, elle est pas mesurable. On peut pas mesurer la souffrance. On peut pas dire je souffre plus que toi. Tu vois. Mais la souffrance mentale, elle est plus intense que la souffrance physique. Hein. Et
voilà, quoi. J'ai passé une année à faire du sport. Je me suis dit, une bonne hygiène de vie va m'aider. Je mange bien, des salades, des caillades, etc. Je me levais tôt, je faisais du sport chaque jour et pendant une année, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ensuite, j'ai décidé de quitter Londres. J'ai travaillé avant à Londres. Je sais pas comment j'ai travaillé. Je travaillais dans une chaîne islamique à Londres qui s'appelle Islam Channel. C'était drôle. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je faisais de la comptabilité. Ok. Du coup, je rentrais le matin tôt. Je tolérais pas d'alcool, mais je buvais quand même. J'étais dans le déni. Où je vais les mener toujours le même style de vie qu'avant, tu vois. Genre, je bois, je sors, je rencontre des gens, mais j'étais pas bien, tu vois. T'as pas d'amis à ce moment-là à qui tu peux parler de ton mal-être? Ouais, absolument, ouais. Plein de potes, ouais. T'en as? Ouais, ma copine, j'en parle. Tu leur en parles et ça t'aide? Non? T'as pas peur de leur en parler, je veux dire? Non, maintenant c'est dépassé, hein. Okay. J'en parle plus. On est des potes. Non, mais à l'époque. Non, à l'époque, il y avait que mon pote, en fait, qui était à Paris, qui passait par la même chose. Genre, il est passé par la même chose il y a 5 ans, 10 ans. C'était à cause de la kétamine et des événements, en fait, qui est arrivé. Juste, je veux dire, en fait, quand on est vraiment mal, quand on passe par une rupture, un truc émotionnel, faut pas prendre des drogues. Faut pas. Attendez, quand vous ressentez un peu bien. Bon, évitez les drogues en général. Mais, au moins, passez par cette mauvaise période. Ensuite, continuez à prendre. Mais voilà, mais c'était très dangereux, quoi. C'est très dangereux. C'est ce moment-là où tu décides de quitter Londres, c'est ça? Et de te dire, ok, je vais retrouver... tu vas à Nice, c'est ça? Exactement. Tu vas au soleil? En fait, exactement. Je partais au soleil, à la mer, où je peux respirer, faire du sport, nager, rencontrer des gens plus apaisés. Et voilà, quoi. Et encore une fois, ça n'a pas marché. Du coup, je suis reparti chez le psychiatre. J'ai fait 6 mois, 7 mois de traitement, changé beaucoup de médicaments. Et je ressentais des trucs horribles, quoi. Les effets secondaires des médocs, c'est pas sympa, hein. Genre, il y avait des jours où je prenais un médoc, je me rappelle, je suis resté réveillé pendant 2 jours. Et je masturbais genre 10 fois. C'est pas moi, c'est excité, c'est mon corps, en fait, qui fait sortir ça. Je l'ai appelé, écoutez, je fais ça. Il m'a dit, arrête, tu prends ça. Tu prends l'autre, limite, il y a des médicaments, en fait, que les gens prennent. Des mecs qui commencent à avoir du lait, des seins. Oui. Ouais, des effets secondaires de fou, quoi. Du coup, après 7 mois, je pense que j'ai arrêté encore une fois. Je me suis dit, les médicaments, c'est pas la bonne route pour moi. Ensuite, je suis parti à la quête, voilà, de la guérison. Les soins énergétiques, le Reiki, développement personnel, les soins à distance, le neurofeedback, ils mettaient des électrodes sur ma tête. Je faisais tout, n'importe quoi, tu vois. J'étais désespéré, je faisais tout. Je suis parti en Bolivie, j'ai fait 2 semaines avec un chaman, l'ayahuasca, plein de trucs. J'étais arnaqué. J'ai appris beaucoup de choses qui m'ont aidé aujourd'hui à mener une vie stable. Mais j'avais l'impression un peu que tu t'es dit, ok, en fait, il faut que je trouve une solution. Donc, je vais faire un maximum de trucs pour essayer d'aller mieux, en fait, de trouver un truc, quoi. Exactement. J'étais dans le survie. J'ai passé 5 ans, 6 ans, j'étais pas en vie. Hein. Je prenais pas de plaisir en mangeant, je prenais pas de plaisir à rien faire. J'étais anxieux, triste. Je passais par des semaines où j'avais de la manie, où je faisais tout et n'importe quoi. Je faisais des trucs inexplicables, bizarres. Alors, le spectre de la bipolarité au trouble d'humeur, en fait, c'est entre la dépression et la manie. Si on met une échelle, en fait, entre 10 et moins 10, moins 10 c'est la dépression, 10 c'est la manie. Moi, j'étais genre entre moins 6 et 6 au départ, tu vois. Et des cycles rapides, parfois des cycles, avec le temps, ça a été des cycles plus lents. Au sens où je passais une semaine très excité. Je couchais avec des meufs, je sortais, je buvais. Ensuite, je passais 2 semaines au lit. Je suis resté comme ça, je pense, 5 ans, 6 ans en tout, hein. Il y avait, je pense, 3-4 mois où je prenais des médicaments super bons qui m'ont fait ressortir du trou. J'ai passé un été impeccable en Tunisie, 3-4 mois. J'ai tout fait, tout ce que je voulais. Je suis sorti, j'ai rencontré des gens, j'étais heureux, j'étais content. Ensuite, l'effet de médicaments, genre j'ai construit une tolérance par rapport à ces médicaments, du coup ça a arrêté. Voilà, je suis parti au Maroc, j'ai essayé avec les sorcières, j'ai fait tout, quoi. Tout ce qui est médecine parallèle, médecine douce, les charlatans, les Eric, Delphine, etc. J'ai tout fait. Méditation.
Je méditais peut-être 6 heures par jour. Oui, ça, t'as raconté ça. Connexion à la source, voyage astral, je sais pas quoi. J'ai passé, je pense, 6 mois dans ce trip et ça m'a trop perché. Mais comment ça t'a trop perché? Dans le sens, j'étais dans un monde parallèle, j'étais pas avec les gens. Je pensais tout est énergie, connexion. Je peux me guérir à travers la connexion avec Dieu, l'amour, je sais pas quoi. C'était des trucs genre spirituels, blablabla, tu vois. T'avais besoin d'aller chercher une force. Une solution, ouais, exactement. Bah, ce genre de truc m'a gardé en vie aussi, tu vois. C'est l'espoir. À chaque fois, tu essaies un nouveau truc. Voilà. Ensuite, je suis rentré en Tunisie l'été dernier. Donc là, l'été qui arrive là, ouais. Qui était l'été 2022. Ouais. J'étais toujours mal. Genre, vraiment mal. Et ça commençait à être physique, quoi. Des malaises, douleurs dans les genoux, dans les pieds, dans les mains. Je perdais du poids, je mangeais pas. Je pouvais pas travailler. Mais en même temps, je dois, en fait, comment dire, je dois mettre, souligner le fait que j'ai jamais arrêté, en fait, de mener une vie dans le sens où j'ai continué à travailler, alors que j'avais beaucoup de soucis avec mes employeurs, parce que j'arrivais pas, à être performant. J'écrivais des mails à Julien, je disais bonjour Eric, j'étais pas le meilleur consultant, quoi, tu vois. Donc j'ai changé de taf. Faut qu'on précise que, en fait, en gros, tu travailles aujourd'hui. Enfin, ton travail te permet de pouvoir garder un titre de séjour en France, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Garder aussi de l'argent, tu vois, pour être indépendant, pour ne pas rentrer en Tunisie ou. Tu veux pas rentrer en Tunisie? Bah non, je suis sorti pour un objectif, c'est d'être indépendant, pour travailler, pour avoir de l'expérience. Je veux pas rentrer en Tunisie, dire mon père, voilà, donne-moi 50 dinars, je vais sortir, je vais acheter un café, tu vois. Mais t'aurais pu rentrer, travailler en Tunisie et être indépendant en Tunisie. Je peux pas. Comment ça? C'est difficile. Bah c'est ça le dilemme en fait des expats, dans le sens où on n'est plus tunisien et on n'est pas européen. Et il y a des gens qui leur causent des problèmes. Des gens, par exemple, qui sont très, très tunisiens dans leur mentalité, qui viennent en France ou en Angleterre, et qui veulent maintenir, en fait, ce style de vie. C'est pour ça que je trouve des quartiers des Tunisiens, des quartiers de Chinois, et voilà, des mosquées, une tenue vestimentaire bien précise, des gens, en fait, qui acceptent pas qu'ils sont à l'étranger. Or que moi, je me suis adapté. Parce que j'ai quitté la Tunisie quand j'étais jeune, 18 ans. Donc, j'ai beaucoup apprécié, en fait, la culture anglaise, et j'ai une partie en moi qui est anglaise. La mentalité, le bant, genre les rigolades, comment, tu vois, j'ai bien mixé avec eux, tu vois. J'avais beaucoup d'amis anglais, des étrangers. Je suis plus tunisien à 100%, tu vois. Je suis anglais, je suis français, je suis tunisien. J'ai voyagé beaucoup en Philippines, en Amérique du Sud, et je suis international. Je suis fier de l'être, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que Eric m'a dit en fait pendant l'interview. Et j'accepte tout le monde, je tolère tout le monde. Je suis juif, musulman, catholique, athée, tout ce que tu veux, quoi. Je crois en tout et en rien. Je suis très, très, très tolérant, quoi. Bon, bref. Et tu veux dire, en ça, c'est compliqué de revenir dans un pays comme la Tunisie, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a des gens. Tu racontais ton histoire tout à l'heure où tu te fais tabasser par la police, ou dès que tu lèves un peu le nez, quoi. C'est ça, tu disais, faut faire profil bas. Ouais, mais moi, je suis quelqu'un de très diplomate et qui sait quoi dire et quand dire, tu vois. Quand je suis seul, j'avais beaucoup de. Donc, je suis passé par des événements où j'ai pu passer la nuit au présent, mais je passe pas parce que je sais comment parler, quoi dire et combien donner. Tu vois. Faut pas juste faire le malin en Tunisie. Si tu fais le malin, voilà. Parce que les policiers, en fait, c'est des gens qui sont, comment dire, ils ont beaucoup de haine. Ils deviennent policiers justement pour avoir du pouvoir, pour maltraiter les riches ou quand ils voient quelqu'un avec sa copine qui a une montre, ils sont jaloux, tu vois. Du coup, ils vont chercher à te faire chier. Ouais. Pas tous les policiers, certes, tu vois. Oui. Il y en a beaucoup. Et actuellement, en fait, la situation sociale en Tunisie, économique, elle est pas bonne du tout. Il n'y a pas de vision claire, il n'y a pas de projection. Il n'y a pas un futur clair. Et je peux pas, en fait, habiter en Tunisie. Je prends beaucoup de plaisir quand je pars en Tunisie, mais pour des vacances. Mais vivre, cohabiter avec travailler avec eux surtout.
Ils sont pas nets, ils sont pas, c'est des arnaqueurs la plupart. L'administration elle est nulle. Tu pars à la mairie, bref quoi, les ministères et tout ça, c'est dur. Faut avoir beaucoup de contacts en fait en Tunisie. Ouais. Et avoir de l'argent. Et tu vis quand même un peu limité parce que en fait en Tunisie on vit en cachette. C'est-à-dire tu habites chez toi, tu sors avec la voiture, tu pars quelque part. Tu ne peux pas juste sortir de la maison et boire un verre ou parler aux gens, tu vois. Faut toujours pas partir d'une maison à une autre ou un bar, tu vois. Or qu'en Europe, en général, tu sors, t'as tout le monde, tu peux parler à tout le monde. Ici, moi, à Paris, ça m'arrive de rencontrer 10-15 personnes par jour. Bon, quand je travaille pas, tu vois. Parce que j'ai passé un mois en maladie. Et il y a du contact, tu vois. Les gens qui rigolent, qui blaguent, tu passes, tu vois. Tu parles à quelqu'un au supermarché, tu poses dans un bar, il y a quelqu'un qui est posé à côté de toi. En Tunisie, il y a beaucoup de peur. Par exemple, j'étais dans un festival pendant l'été. Bah, les meufs, ils ont trop peur. Donc, tu parles à une meuf, elle dit qu'elle va faire quelque chose, veut me baiser, tu vois. Alors qu'ici, en Europe, tu parles à des gens, tu blagues, je prends même pas le numéro, c'est juste, voilà, on blague, on part 5 minutes, ensuite on part, je connais même pas le prénom. En Tunisie, non. Bah, les gens riches, ils sont, genre, ce festival, déjà, il n'y a pas de billetterie. C'est des gens qui se connaissent entre eux, qui s'invitent. Tu parles du festival. Festival en Tunisie, dans le désert, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper clean, quoi. On avait les téléphones jetés, les portefeuilles, il n'y avait pas de vol, c'est hyper sécurisé, tu vois. Mais tu sens qu'ils sont, tu vois, genre, on est mieux, on est riche, tu vois, il n'y a pas de, tu vois. Et ça crée un déséquilibre énorme, en fait, une ségrégation de fou, socialement. Et un jour, ça va péter. Ça a commencé à péter avec les braquages, les viols, etc., tu vois. C'est ça, les conséquences de la ségrégation sociale, quoi. On n'a plus, en fait, classe sociale moyenne. Soit des riches, soit des pauvres. Voilà. Ça, c'est l'exemple parfait de situation économique, niquée. Donc tu disais que tu étais rentré l'été dernier en Tunisie, c'est ça? Ouais, j'ai passé 2 mois. Ça t'a fait du bien? Non, j'étais très mal. J'étais très mal, mais je suis parti voir un psychiatre en Tunisie qui était genre le mec qui travaille dans un hôpital public, qui était très humain, qui prenait le temps avec les personnes, parce que les psychiatres, écoutez, ici à Paris ou ailleurs, c'est la plupart, c'est des commerciaux. Tu te poses pendant 10 minutes, 15 minutes. Ok, dépressif, bipolaire, voilà, tu prends ça. Au revoir. Tu reviens, on change. Non, on ajoute ça. Et voilà, c'est toi qui souffres les effets secondaires, les conséquences. Cette personne, ça fait 20 ans qu'il travaille dans le trouble d'humeur. Je pense que je suis resté avec lui 1h30, il m'a tout expliqué, il m'a donné des exemples, il m'a dit, écoute, t'as pris de la merde. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es resté 6 ans sans traitement? Pourquoi? Elle m'a dit, c'est une souffrance, normalement tu passes pas par ça, tu vois. Tu lui as dit quoi? J'ai dit, écoute, j'ai essayé, je suis parti voir plusieurs psychiatres, j'ai essayé les médicaments, et à un certain moment, j'avais plus confiance dans la médecine, quoi. Si j'essaye 10 médicaments et ça marche pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Un médicament qui me rend gros, un médicament qui me rend triste, un médicament qui me rend... Bref. Du coup, il m'a dit, voilà, tu prends ça et ça. J'ai dit, ok. Il m'a dit, tu respectes le dosage, tu respectes l'horaire, tu dors à une heure raisonnable. Tu reprends ta vie et ça va bien se passer. Au bout de 2-3 semaines, oui, tout était bon. Ça m'a pris 4-5 semaines pour reprendre ma vie, que je voulais reprendre, dans le sens où moi j'adore les personnes, j'adore les gens, j'adore sociabiliser. Du coup, pour renouer avec mes amis, je suis reparti en Tunisie pendant 2 semaines, début novembre, je suis parti à un festival. J'ai renoué avec mes meilleurs potes, j'ai rencontré avec beaucoup de belles personnes, j'étais ressourcé, parce que moi, les relations humaines me ressourcent, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être entouré par des gens qui m'aiment, et que j'aime aussi. Ensuite, je suis revenu à Paris, j'ai repris le travail, je travaille chez un nouveau client, ça se passe très bien, je mène une vie active, j'ai repris le sport, j'ai repris le foot, j'ai repris le squash, je mène une vie... J'ai beaucoup de gratitude, en fait. Parce qu'en fait, je respire, j'arrive à réfléchir, j'arrive à parler, j'arrive à avoir des idées bien construites. Et j'arrive à avoir une relation, surtout, avec la meuf que t'as rencontrée. Et ta chérie qui était là il y a 5 minutes. Enfin, avant qu'on commence. Ouais. C'est une meuf exceptionnelle.
Et on verra comment ça va se passer. Et en fait, je suis passé, j'ai tellement souffert, et encore une fois, je dis en fait que la souffrance n'est pas mesurable. Mais par rapport à moi, j'ai beaucoup souffert. Du coup, je trouve beaucoup de plaisir en fait dans les trucs très très simples. Le fait que je me lève le matin, je mets de la musique, je suis très très heureux. J'arrive à apprécier la musique parce que je suis DJ. Et à un certain moment, j'ai dû arrêter la musique parce que même écouter de la musique, genre une voix très élevée, me perturber quoi. Donc j'ai repris la musique. J'ai repris la cuisine, j'adore cuisiner. J'ai repris les bonnes habitudes, j'ai repris l'alcool, j'ai repris les sorties. Voilà quoi. Donc je suis très 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 content. Et pourtant là, tu sors de 20 jours d'antibio parce que t'as chopé une infection urinaire. Ouais putain. Que t'as pas soigné, mec. Bah je savais pas que j'avais une infection urinaire justement. En fait, je suis parti en Tunisie. Le soir où je suis rentré en Tunisie, je ressentais en fait l'inflammation au niveau de la gorge. Ouais. Je partais en festival à Tunisie, je me suis dit, ah putain, quand je pars en festival, je suis malade. Bah, j'ai pris j'étais en festival, je tournais avec mon sac des médicaments, antibio, anti-inflammatoires, les sprays et tout. Mais je me suis pas arrêté, comme je voulais me faire plaisir. Du coup, ça m'a pas trop gêné, en fait. Et, je suis resté 21 jours sous antibio, et, une semaine après, ça va, je me sentais bien. Et là, hier, je me suis réveillé, en fait, avec des maux de gorge pénibles. Et voilà, en fait, j'avais compris du pharmacien, peut-être il y a une infection urinaire. L'infection urinaire peut causer en fait une inflammation dans le corps. Si on traite pas la cause, bah ça va revenir. Donc il faut que je passe un test urinaire. Là, je pisse dans le petit flacon là. Petit flacon et. Mais t'as pas eu envie de crever avec cette infection urinaire? Non, ça va, tranquille. Je pissais, ça va partir. Je me suis dit, ça brûle, mais. Okay. Ça brûle. Alors ouais, les garçons, si ça brûle. Quand tu fais pipi, c'est pas normal. Non, mais on peut le dire. Ouais, bien sûr. Autant, tu vois, tu disais, mais tu m'as dit tout à l'heure au téléphone, j'ai un corps de femme. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt les femmes qui ont des infections urinaires. Ouais. C'est pas vraiment connu que les mecs puissent en avoir, mais les mecs peuvent avoir des infections urinaires. Mais justement, moi, j'ai chopé d'une meuf. Ouais. On va pas entrer dans le détail. On va pas épiloguer. Voilà. Et voilà, quoi, c'est pas un MST, donc ça va, c'est juste une infection urinaire que je vais soigner. Bref. Ça va mieux. Ouais, mais tranquille, quoi. Je peux pisser, je peux coucher, ça va. T'arrives à savoir un peu d'où vient ce mal-être, là, qui fait partie de ta vie, j'ai l'impression, depuis quelques années, là, où tu commences ça a duré 6 ans. Tu commences à sortir, là. Non, je me suis en sorti, c'est bon. Ouais. T'es sûr, là, pour toi, dans ta tête? Je suis sûr, mais tellement, en fait, j'ai lu des articles, j'ai lu, en fait, des thèses, comment dire, les forums, j'ai rencontré 15 ou 20 psychiatres, j'ai voyagé, tatati, tatata. Je sais comment ça se passe. Les médicaments, il faut trouver, en fait, la bonne combinaison qui marche. J'ai trouvé la bonne combinaison. Et en fait, quand on a un trouble d'humeur, voilà, on revient à l'échelle de 10-10. Maintenant, je suis à 2-3. Je suis bien. Je suis confiant et limite les gens me trouvent arrogant. Je l'accepte, tu vois, mais c'est la première impression. Déjà pendant le stage, j'avais compris ça, beaucoup de monde. Au mois de juillet. Ouais, la première impression que les gens prennent sur moi, c'est que je suis arrogant et que je sais tout et tout ça, alors que non, c'est pas la vérité, tu me connais. Je suis quelqu'un de... c'est ce que les gens projettent sur toi. Ouais. C'est pas tout le monde qui m'a dit ça, bien sûr. C'est pas la vérité, il y a pas mal de monde qui dit ça, et moi je l'accepte, ok. Je dis, tu me juges. On va apprendre à se connaître et tu vas voir. Et du coup, moi, en fait, je suis trop dans le partage, dans le sens où les gens ont tendance à se confier à moi. Du coup, moi, j'ai tendance à conseiller, peut-être pousser trop, tu vois, mais j'essaie d'aider, tu vois. Les gens sont un peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais quand ils comprennent, en fait, la personne, voilà, quoi, bref. Je suis pas parfait, mais voilà, j'ai des défauts, des qualités, mais voilà. Bref. Ouais, je te laisse me poser des questions. Tu sais, il y a un truc on n'a pas le droit de raconter ce qui se passe dans ce stage, mais en fait, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que tous les matins, on se fait des câlins. Ouais. Et tous les matins, tu venais me faire un câlin, et très souvent, tu fondais en larmes. Ouais. Tu te souviens ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, quand je suis parti en stage, avant de partir en stage, c'était dans genre ma dernière cartouche. Ok.
J'étais très mal, déprimé 3 jours, bien 2 jours. Je sortais pas de la maison, je travaillais à distance. Je faisais des crises d'angoisse. Je voyais, bon, j'étais pas bien du tout. Et quand je suis parti en stage, j'avais des attentes, dans le sens où je vais guérir de ça en travaillant sur soi. Je vais prendre des choses qui vont me faire plaisir. Mais j'étais très mal. J'étais très sensible. Tu me dis n'importe quoi, je le prends en premier degré. Ça me touche. Et du coup, j'étais très sensible, et très touché par les cas-là. Mais c'est pas avec tout le monde, c'était avec moi. Ouais, avec toi, c'était. Ouais, parce je me demandais pourquoi. T'étais vrai à toi-même et tu faisais les câlins de ton cœur, quoi. C'était authentique avec toi. Mais tu vois, je cherchais à creuser un petit peu ce qui se passait en fait en toi au moment où tu te retrouvais, parce que tu vois, j'ai fait des câlins avec plein de gens dans le stage et tout, et en fait t'étais le seul qui vraiment lâchait et s'écroulait en larmes, quoi, tu vois. Je me demandais un petit peu ce qui se passait pour toi à ce moment-là. C'était un moment de plaisir, okay. Un moment d'amour, je me ressourçais. T'as beaucoup d'amour à donner, toi, et je pense moi aussi, et je suis très tactile. Et j'adore les câlins, voilà. Et quand je ressens en fait la même énergie de la personne, ça, soit je rigole, soit je pleure. Ouais. Tu faisais les deux d'ailleurs. Ouais. D'abord tu rigolais et après tu pleurais. Parce que moi je rigole comme un système de défense, ouais. Quand je rigole, c'est-à-dire que parfois, pas toujours bien sûr, que je vais pleurer. Ouais. Déjà quand j'ai fait des soins énergétiques avec un mec. J'ai fait 45 minutes avec lui. Les premières 5 minutes, je rigolais, mais de ouf, quoi. On dirait, je regardais un comédien. Ensuite, mais j'ai pleuré comme une banette. Genre, je hurlais, quoi, tu vois. T'as pleuré comme quoi, t'as dit? C'est un terme français que tu connais pas, tu vois. Comme une banette. Une banette? Ouais, regarde sur Google, Fabrice. Ok. Ouais, voilà, quoi, bref. Je t'expliquerai après. Okay. Et, voilà, j'ai hurlé, j'ai fait le vide. Parce qu'énergétiquement, il avait des trucs bloqués. Mais écoutez, en fait, les soins énergétiques, c'est un truc temporaire. Si tu fais pas le travail sur soi mentalement, tu vas pas t'en sortir. Ça peut te soulager pendant quelques jours, mais ensuite tu vas revenir parce que tu as des schémas mentaux qui vont revenir et des pensées. Quand tu dis tu parles de toi? Non, je parle de tout le monde. Ok. Voilà, pas tout le monde, mais je parle. Tu parlais de toi en particulier. Bien sûr, en moi, mais c'est le retour d'expérience de beaucoup de gens que je connais. Ok. Même d'Eric. C'est pas un truc miraculeux, le soin énergétique. Bien sûr. Ouais. Voilà, je t'ai parlé de ma vie, là, Fabrice. Je parlais de tout, hein. Comment ça se passe, la bite? Attends, avant de parler de bite, parce que tu sais, Pourquoi tu veux parler de bite, Fabrice? Tu préfères parler de cul? Ouais, comme tu veux. Vas-y, on commence par la bite. Non, mais en fait, avant ça, je voulais te dire, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de masculinité tunisienne. Comment t'as fait pour alors je sais pas à quel point les mecs entre eux se font des câlins en Tunisie, c'est un truc classique, tu vois? Pas du tout. Ouais. Tu racontais que ton père il était un peu voilà quoi, tu vois? Ouais, réticent, ouais. Un peu dur. Ouais. Et mon père est pareil quoi, tu vois, alors qu'il est totalement français quoi. Je crois qu'il y a un truc d'âge aussi qui joue, mais générationnel. Ouais. Comment t'as fait toi pour te départir de ce truc-là? Entre de là d'où tu viens et de ton éducation en tant que petit mec élevé en Tunisie, etc., jusqu'à le grand couillon, enfin les deux grands couillons qu'on est, tu vois, qui se font des câlins. Faire des câlins avec Fabrice. Et qui finissent, et donc tu finis par t'écrouler en larmes, quoi. C'était quoi le chemin? Comment t'as fait pour t'en libérer aussi de ça? Parce que j'imagine que c'est compliqué, faut s'en libérer, quoi. C'est un long chemin, Fabrice. Ouais, je sais. Raconte-moi. Bon, j'ai 2 sœurs. Ouais. J'étais très proche de mes 2 sœurs et j'étais toujours un peu sensible et j'étais pas genre le mec macho où je respectais beaucoup les femmes et je pense à un moment j'étais beaucoup timide et quand j'étais petit mon père était très violent avec moi, genre chaque week-end il me tabassait. Gratuitement ou parce que tu faisais des conneries ou... Non, parce que en fait je voulais pas me lever le matin pour aller au marché avec lui. Waouh, c'est vraiment gratuit. Ouais, ou voilà, je vais pas faire la vaisselle, du coup, voilà, elle prend un couteau et. Un couteau? Ouais, un couteau, ouais. Il faisait quoi? On faisait un jeu ensemble. Moi, je cours et lui derrière moi. Après, je ferme la porte. Tu te faisais courser par ton père avec un couteau? Ouais, ça c'était. Façon film d'horreur, quoi.
Ouais, il tabassait aussi ma mère, il tabassait aussi mes sœurs, tu vois, à un certain moment, tu vois. Et je pense, ça a créé un déséquilibre chez moi avec les femmes. Donc au départ, bon, pendant mon adolescence, j'ai pas eu des copines. J'avais peut-être un manque de confiance avec les femmes, les relations en général. J'arrivais pas à me retrouver dans ce monde. Ensuite, je me suis forcé. Quand je suis parti à Londres, je partais dans des boîtes, j'étais hyper timide. Je suis quelqu'un, en fait, des très résistant. Dans le sens où j'acceptais pas, en fait, ça. Je dois connaître des meufs, je dois coucher. C'était un objectif pour moi, en fait, à un certain moment. Parce que j'aimais coucher avec des meufs. Quand tu dis résistant, c'est ça veut dire quoi exactement? Genre, j'acceptais pas le fait que j'étais timide et que j'ai pas eu de relation. Voilà. Donc, je sortais en boîte, je me forçais à parler avec des meufs. Et petit à petit, voilà, j'ai fait un travail sur ça et j'ai gagné en confiance en moi, j'ai connu des meufs. Quand est-ce que t'as perdu ta virginité? 19 ans. Ok. Bon, c'était pas... Ouais, pour un Tunisien, c'est un exploit. Ok. Ouais. Un exploit. Non, dans le sens, c'est tôt. C'est tôt pour un mec tunisien? Ouais. Ok. Tes potes, ils ont perdu leur virginité? Ah putain, je vais pas le mentionner, peut-être qu'il va écouter ça. Bah mais, oui. T'es pas obligé de le mentionner. il a passé 8 ans avec sa meuf, sans coucher avec elle. Ils sont mariés aujourd'hui, ils sont couchés ensemble qu'après mariage. Il y avait ce truc aussi un peu traditionnel de pas coucher... Enfin, tu vois, mes parents ont fait ça. Ils ont pas couché ensemble avant leur mariage. Ouais, c'est traditionnel, ouais. Mais t'as la plupart de mon environnement en Tunisie, tout le monde couche avec tout le monde. Hein. Cette génération, à partir de 22, 23, elle rencontre un mec, 2 ans, 3 ans ensemble, ça va correct, on va coucher ensemble. Okay. Et après, ils se libèrent de ça. Moi, j'étais avec mon ex, j'ai divergé moi-même. T'as divergé, ça veut dire quoi? Je connais pas le terme en français. Non, elle a perdu sa virginité avec moi. Ah! Ça tu l'as dépucelé. Dépucelé. Elle t'a dépucelé. Tu l'as dépucelé? C'est moi qui l'ai dépucelé. Ouais. D'accord. Et toi, c'était ta première fois aussi? Non. Ok. Ah non. Et voilà, quoi, à l'âge de 23, 24, les gens qui habitent à Tunis, on est très ouverts d'esprit. Hein. On dirait c'est en Europe. Mais pendant la journée, tu dois tu dois travailler avec des gens ou avoir du contact avec des gens qui sont pas agréables, quoi, tu vois. Ok. Mais sinon, les jeunes en Tunisie, ils font beaucoup de travail, non, quoi, en termes dans l'art, dans le théâtre, dans la musique, genre Tunis by Night, c'est incroyable. On a beaucoup de soirées, beaucoup d'événements, les podcasts, développement personnel, le sport. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont mises en place, mais ça prend du temps pour changer la mentalité, quoi. Parce que tu t'es concentré sur Tunis et le coast, la côte. La côte, ouais. Ouais. Mais toi, en fait, pour revenir à toi, tu racontais que ton père te battait et tout, et je te demandais un peu comment t'avais fait ce chemin toi pour réussir à te sortir justement de cette masculinité tunisienne dont tu parlais tout à l'heure. Je suis parti à Londres tout seul à l'âge de 18 ans. T'as dû fuir, c'est ça, limite? Ouais, je voulais partir, quoi. C'est pas à cause de mon père, c'était plus, je me cherchais, je voulais découvrir d'autres choses. J'étais toujours la personne qui s'ennuyait très vite. Je voulais essayer de nouveaux trucs, partir à l'inconnu, tout essayer, tout. Je disais pas non, en fait. À un certain moment, ça m'a fait du mal il faut apprendre à dire non. Voilà. Et à Londres, j'ai rencontré des personnes qui ont de différents backgrounds, des Italiens, des Espagnols. J'ai passé une année avec des Français la première année, des gens de Montpellier, de Paris, etc. La deuxième année, j'étais avec un pote à moi égyptien. On se tapait des meufs chaque semaine. Troisième année, j'étais avec mon ex. On faisait n'importe quoi aussi. Bon, j'ai essayé plein de trucs, j'ai vécu de plein de choses qui m'a changé, quoi. À base, j'étais pas le mec tunisien typique non plus. Je suis quand même éduqué. J'ai un cercle d'amis assez cultivé et je suis pas genre des personnes qui va tabasser une meuf, tu vois. Mais ça existe, bien sûr. Même chez le français ou bien sûr, en général. Ouais. Il y en a chez les français. Et en fait, je pense le truc qui a fait le déclic, quand j'étais en Bolivie, j'ai fait 4 cérémonies d'ayahuasca. Et la 4e cérémonie, elle était juste magnifique. Alors l'ayahuasca, c'est une plante médicinale. Que tu prends, qui va te faire effectivement halluciner, mais dans un cadre thérapeutique. Exactement, c'est pas comme à Amsterdam où tu prends du champi pas comme du ça. Tout, ouais.
On se pose dans un temple, chacun reste dans son espace, et on ferme la lumière, et là les chamans en fait qui chantent des chansons, qui font des sons énergétiques, qui régulent en fait l'espace et l'énergie dans le temple. Et nous voilà, on commence à voir des choses, quelles que soient négatives ou positives, ou des hallucinations. Moi j'ai vu des choses incroyables. Pourquoi tu disais la 4e en particulier? Parce que c'est un stage qui dure plusieurs jours, donc tu peux rester le temps que tu veux. On faisait des cérémonies chaque lundi, jeudi. Il y a des gens je connais un mec américain qui voulait devenir chaman, ça fait 1 an qu'il est là-bas. Et maintenant, il est parti au Pérou. Je pense qu'il a fait minimum 150 cérémonies, quoi. Waouh. Ouais, la chamane qui était avec nous, une meuf de Pérou. Ouais. Elle a pris la première fois ayahuasca quand elle avait 14 ans. Ah oui. Maintenant, elle a 35 ans, donc imagine, tu vois. En fait, l'ayahuasca, elle contient de la DMT. Et la DMT, c'est une molécule qu'on produise nous-mêmes quand on fait genre un accident mortel, par exemple, et on survit. La DMT qui est sécrétée, c'est ça, qui est sécrétée dans les neurones, etc., qui te fait défiler ta vie, tu vois. C'est ça, en fait, la DMT. Et toi, tu la prends brute, direct. Et ça dépend comment ta relation avec toi-même. Mais généralement, c'est un build-up. La première, c'est pas la 4e, la 4e, c'est pas la 10e. Quand tu comprends, en fait, comment ça marche, tu l'incorpores et tu commences à se connecter avec l'ayahuasca, l'énergie de l'ayahuasca, et tu commences à être plus à l'aise avec. Mais il se peut que ça dérape parfois. Tout dépend de ton état d'esprit, qu'est-ce que t'as mangé, est-ce que t'as dormi ou pas, ou tu vois. Et toi, tu disais la 4e, t'as... Ouais, parce que les 3 premières, sont différentes, quoi. La première fois, genre, je l'ai prise, j'étais assis, mais je savais pas si j'étais assis ou endormi ou debout. J'ai perdu T'es plus dans ton corps, quoi. Exactement, ouais. Ça m'a pas fait grand chose. Deuxième fois, j'étais très triste, mais j'ai jamais ressenti une telle tristesse. Pendant 6 heures, c'était douloureux. Troisième fois, c'était moitié-moitié. Je me sentais très confiant pendant la première partie, beaucoup d'amour, stable, j'avais les idées claires. Et ensuite, je suis revenu à la tristesse pendant 2-3 heures. La 4e, c'était un pur bonheur, du pur bonheur. J'ai ressenti beaucoup d'amour. J'ai vu en fait une vision où je voyais en fait les êtres humains, il n'y a pas de masculin, pas de féminin, on est juste des corps qui ont des petits, des bras lents qui se touchaient. Que l'amour n'est pas entre juste l'homme et la femme, que ça peut être avec tout, même les animaux. Je parle pas de la relation sexuelle, ouais. Je parle des relations amoureuses. Tu peux tout aimer. En fait, l'amour, c'est la vibration énergétique la plus haute. Et j'ai ressenti ça aussi à travers l'imitation. Limite, à un certain moment d'imitation, je pleurais à cause des sensations que j'ai ressenties d'amour. Parce qu'en fait, le mental, comment il fonctionne, il fait pas la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on imagine. On peut rester chez soi, il a une idée qui apparaît, ensuite tu rentres dans les idées, tu construis une idée qui peut être négative ou mauvaise. Tu te fais des histoires tout seul. Voilà. Mais quand tu médites, justement, tu te mets dans ton imagination où t'es, posé, tranquille, t'as beaucoup d'amour. Tu vas atteindre tous tes objectifs. Genre, je me vois en train de, je sais pas, parler en public. Je suis en succès dans mon travail. Je suis marié avec une femme qui m'aime. J'ai des enfants. Je vis bien, tu vois. Et quand tu restes, en fait, dans cette imagination pendant 30-40 minutes, tu fais ça pendant 2, 3 ou 4 mois, ça t'élève. Ça t'élève, mais de ouf. Tu ressens des choses magnifiques. Genre après, ça n'a pas duré longtemps, ça dure quelques heures. Il faut continuer à méditer, en fait, pour continuer à construire, en fait, ce sentiment. Et après, j'appelais tout le monde, je vous aime, il y avait des vibes de ouf, quoi, tu vois. Et quand t'as des vibes assez élevées, il y a beaucoup de gens qui te parlent plus, et de nouveaux gens qui te parlent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait le tri assez naturellement. Assez naturellement, hein. C'est question d'énergie, en fait, d'attirance, et en fait, les gens qui se rencontrent, ils vibent dans le même vibe. C'est pour ça, il y a des gens, quand on rencontre, tu te dis non, m'intéresse pas. Tu vois. Et d'autres gens, oui, ouais, je ressens quelque chose de, voilà, quoi. On partage des choses, il y a une certaine énergie, tu vois. Et il y a des gens qui circulent entre nous, qui sont très, très heureux. Et qu'on peut dire qu'ils sont en paradis. Parce que, pour moi, le paradis et l'enfer, ça n'existe pas. Le paradis et l'enfer, c'est sur Terre. On peut être dans l'enfer sur Terre, on peut être dans le paradis sur Terre. Il y a des gens qui sont dans le paradis.
ils sont éveillés, mais on les voit pas. Bah, on peut pas les voir. Il y a des gens qui sont dans l'enfer. Bah, t'y étais, toi. Ouais, j'étais dans l'enfer. Ouais. Ouais. C'était la souffrance. Ouais. Il y a des gens aussi qui sont, bah, je sais pas, des gens qui sont hyper malades, c'est l'enfer en fait ça. C'est la souffrance. C'est ça l'enfer pour moi. Tout ça, bon, j'ai appris à travers des bouquins, à travers le chamanisme, à travers des coachs et tout ça. Et je crois beaucoup dans la réincarnation. Il n'y a pas de paradis, enfer où Dieu va te punir ou ce genre d'histoire. Dieu, il existe. Mais tout dépend comment tu appelles Dieu, comment tu le définis. Dieu, pour moi, c'est l'amour, c'est le karma, c'est la terre, c'est nous, en fait. Parce qu'on est des êtres, divins. On a une âme. L'âme, c'est divin. Et divin, c'est Dieu. Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'énergie la plus élevée. On croit tous en Dieu, mais les gens, ils veulent utiliser leurs propres termes. Ils disent non, Dieu, c'est pas le karma, c'est pas... Enfin, bref. C'est un grand n'importe quoi, ce monde, bref. Donc voilà. Je suis rentré dans des sujets un peu... Non, mais c'est cool. C'est comme ça que t'as réussi à te départir petit à petit de ta masculinité tunisienne. C'est ça, comme tu disais. Ouais. À revenir un peu plus vers toi. Mm-hmm. Je voulais te parler de cul, mais finalement non. Tu vois. On n'a pas le temps. Bah non, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est juste moi j'ai envie de finir là-dessus. Ah, on va pas parler de beat non plus. Tu veux parler de beat? C'est toi qui a proposé. Non, je voulais parler de beat. La tienne ou la mienne? Pas compris. Ah, de la bite en général. Ouais, non, de ton rapport avec la bite. De ton rapport au sexe. Ouais, j'écoute par rapport au sexe. Je suis très doux dans le lit, mais je peux être aussi très sauvage. Tout dépend de l'ambiance. Genre, il y a une fois, ma meuf, ma meuf m'a dit que je veux te sucer. J'ai dit non, j'ai pas envie. J'ai envie qu'on se touche, qu'on soit peau à peau et qu'on s'embrasse, quoi, tu vois. Ma meuf l'a mal pris. Je me dis non, je sais pas sucer. Tu veux pas que je suce? Voilà. Non, j'ai dit non, en fait, tu suces très bien, mais c'est juste que j'ai pas envie de ça. Mais ça va m'arriver des fois où je vais te dire, mets-toi sur tes genoux et suce-moi. Tu vois. Et le sexe, en fait, pour moi, c'est pas le même sexe qu'avant, quoi. Pour moi, le sexe aujourd'hui, c'est une connexion. Je peux bander, en fait, avec une phrase. Quand je vois quelqu'un de passionné ou quelqu'un qui veut m'aider ou qui cherche à m'aider à atteindre mes objectifs, ça m'excite. C'est quelqu'un, voilà, qui a de l'amour et qui veut le partager, tu vois. Mais tout ce qui est physique, les boobs, les gros seins, tout ça, franchement, ça m'attire pas du tout, quoi. C'était dans cette optique avant, mais non plus maintenant, tu vois. J'ai pas des critères physiques bien précis, à part le fait que j'aimerais bien me lever le matin et je vois un visage lumineux, souriant. Pas forcément beau, mais qui a du charme et qui sourit surtout. Pas alors, je prends mon café, ma clope, je peux pas parler maintenant. J'ai besoin de commencer ma journée avec de la bonne humeur, tu vois. Parce que moi tout seul, je commence ma journée avec la bonne humeur. J'aime la musique, je chante, je me lève tôt. Et j'adore la vie. J'aime la vie. J'ai appris à le faire. Parce que j'ai beaucoup souffert. Donc T'as l'impression de t'en être sorti, là? Oui, mais justement, si je reviens sur le spectre, je suis à 2-3. Ouais. Avec les médicaments, en fait, ça me garde 2-3, mais ensuite, ça peut descendre, mais ça reste -2. Ouais. Mais c'est pas des grandes oscillations, quoi. Ouais, c'est entre -2 et 2. Ça va arriver des moments où je serai déprimé. Mais je sais les gérer. Le plus important, c'est de rester fonctionnel, et tout ça. Le médecin m'a dit, oui, tu vas rester fonctionnel, mais un peu down. Je lui ai dit, pas de souci. Elle m'a dit, avec le temps, tu vas être 2-2, 2-2. Ensuite, ça va se réguler, tu vois. Mais, comme on dit en anglais, it's a blessing in disguise. Dans le sens où on est déprimé des fois, mais actuellement, ça fait un mois que je suis très productif. Je dors 5 heures, 6 heures par jour. Je fais tout ce que je veux. Tout ce que je planifie, je le fais et je me sens très fort, tu vois. C'est pas naturel, je sais. Mais j'en profite. Merci. Je t'en prie. C'était trop bien. Bah, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ça t'a plu ? Ouais, ça m'a plu. Au départ, j'étais un peu stressé, mais... Réticent ? Non, pas réticent, mais stressé. J'ai jamais fait interview avant, tu vois. J'ai parlé de tout, donc... Tu t'es trop bien démerdé. Merci Fabrice. Merci Stéphane. C'était un plaisir. Trop bien. Gros bisous.
Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.